Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Pendant 40 ans, j'ai été l'épouse de Marc, l'homme que j'aimais plus que ma propre vie. J'ai tout abandonné pour lui, une carrière prometteuse dans la diplomatie, mes rêves d'écriture, mes voyages autour du monde. Il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour construire quelque chose de grand, et j'y ai cru. J'étais là quand il n'avait rien, qu'il dormait sur un matelas posé au sol, que ses mains tremblaient à chaque facture. J'ai été son roc, son soutien, sa secrétaire, sa partenaire silencieuse. Ensemble, nous avons bâti Delcourt Industries, une entreprise devenue symbole de réussite et de prestige. Mais dans l'ombre des projecteurs, c'est moi qui écrivais les discours, qui corrigeais les erreurs, qui apaisais les conflits. Marc me regardait comme si j'étais son encre dans le tumulte, et je le croyais sincère. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque victoire, je les vivais comme un prolongement de notre amour. Je l'aimais plus que tout, même quand il s'éloignait, même quand il devenait froid. Je lui trouvais des excuses, le stress, les affaires, la fatigue. Nos enfants avaient grandi dans une maison d'apparence solide, mais je portais le poids de tout sur mes épaules. Jamais je n'ai douté de lui, même lorsqu'il disparaissait pendant des week-ends entiers. Je me disais que c'était le prix à payer pour aimer un homme puissant. J'étais persuadée qu'il me respectait, qu'il savait ce que j'avais sacrifié. Mais le respect n'était qu'un mirage, et l'amour, peut-être une illusion depuis le début. Les premiers signes étaient discrets, presque invisibles pour quelqu'un d'autre, mais pas pour une femme qui a aimé intensément. Il ne répondait plus à mes messages avec la même rapidité, ses regards s'étaient fait fuyants, ses excuses, de plus en plus maladroites. Il prétendait avoir des réunions tardives, mais rentrait avec l'odeur d'un parfum qui n'était pas le mien. J'ai voulu me convaincre que c'était le fruit de mon imagination, que je devenais paranoïaque à force de solitude. Mais il y avait cette tension, ce vide pesant dans notre lit, ce silence qui criait des vérités que je n'osais pas entendre. Mon cœur battait plus fort quand il rentrait, non plus de joie, mais de peur. Peur de ce que je découvrirais si je fouillais trop. Un matin, je l'ai serré dans mes bras, comme avant, juste pour sentir s'il y avait encore une chaleur entre nous. Il a à peine réagi, comme si mon étreinte était une formalité oubliée. Puis, un soir, alors que je vidais le panier de linge sale, je l'ai vu. Une tache de rouge à lèvres, couleur cerise vive, sur le col blanc de sa chemise préférée. Ce rouge ne m'appartenait pas. Il était trop vif, trop jeune. J'ai figé. Mes mains tremblaient. Tout ce que j'avais voulu nier était là, éclatant, indéniable. J'ai reposé la chemise comme si elle brûlait. Mon cœur s'est fendu, mais je n'ai rien dit. Pas encore. Parce qu'avant d'affronter un monstre, on doit d'abord se convaincre qu'on a bien vu ses crocs. Quelques jours après cette découverte, Marc m'a tendu une enveloppe blanche, soignée, avec un logo doré, une invitation au grand gala annuel de Delcourt Industries. Il m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis des semaines. « Tu dois venir, c'est important », m'a-t-il dit d'un ton trop poli, trop mécanique. J'ai senti une angoisse sourde me saisir, mais j'ai hoché la tête. J'ai sorti ma plus belle robe, celle qu'il m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Devant le miroir, je me suis demandé si je ressemblais encore à celle qu'il avait aimée, ou seulement à une relique de son passé. Nous sommes partis ensemble, comme un couple soudé, mais il gardait ses distances dans la voiture, rivé à son téléphone. À notre arrivée, les flashs, les journalistes, les employés, tout brillait autour de nous. On m'a accueilli comme la grande dame de Delcourt, la muse de son fondateur. Chaque sourire me semblait faux, chaque regard complice. Il tenait ma main, mais son esprit était ailleurs. Je sentais le piège, sans en connaître encore les contours. Puis, lorsque la musique s'est tue et que Marc est monté sur scène, j'ai eu un vertige. Il a pris le micro, a remercié les partenaires, et soudain, avec un sourire figé, il a tendu la main à une jeune femme éclatante, aux boucles blondes soignées et au regard confiant. « Voici Camille, ma compagne. » Le mot a résonné comme une gifle. J'ai entendu des murmures.
Le monde s'est arrêté. Et moi, je suis restée debout, figée dans l'instant où ma vie a explosé. Je suis restée droite, les yeux rivés sur cette scène où mon mari exposait sa trahison comme un trophée. Les invités se regardaient, choqués, mais personne n'osait intervenir. Camille souriait, sûre d'elle, tenant le bras de Marc comme si elle avait gagné un concours. J'étais devenue une spectatrice de ma propre déchéance, sous les projecteurs de ce monde que j'avais aidé à construire. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'on l'entendait dans toute la salle. Chaque mot prononcé par Marc résonnait dans ma tête comme un coup de marteau. Il parlait d'amour, de renouveau, de courage, alors qu'il piétinait 40 ans de loyauté sans trembler. Je ne pouvais pas crier, pas pleurer, pas fuir. J'ai inspiré profondément et me suis levée, lentement, mes talons résonnant sur le parquet comme des coups de justice. Tous les regards se sont tournés vers moi, suspendus à ma réaction, comme si j'étais une actrice dans une tragédie qu'on n'avait pas encore écrite. Je suis montée sur la scène, les yeux fixés sur Marc, qui a reculé d'un pas, surpris par mon calme. Il croyait m'avoir détruite, mais il ne savait pas encore à qui il avait affaire. J'ai croisé le regard de Camille, insolente et sûre d'elle, comme si ma douleur n'avait aucune valeur. J'ai tendu la main vers le micro, et Marc a hésité, puis l'a lâché, sentant que quelque chose lui échappait. Un frisson a parcouru la salle, un silence oppressant s'est installé. Je me suis tournée vers le public, droite comme jamais, les yeux secs. Une force étrange m'animait, celle qu'on ne découvre qu'après avoir tout perdu. Puis j'ai regardé Camille, et j'ai prononcé, d'une voix claire, « Enchantée Camille. Je suis Jeanne. La nouvelle propriétaire de cette entreprise. » Le choc a été immédiat, les visages figés, certains bouche bée. Marc, pâle, a voulu parler, mais le silence lui a coupé la gorge. À cet instant, la vengeance venait de naître. 6 mois plus tôt, j'avais trouvé un relevé bancaire étrange oublié sur la table du salon. J'ai d'abord pensé à une erreur, puis j'ai commencé à enquêter discrètement, sans rien dire à personne. En recoupant les chiffres, j'ai compris qu'il transférait des fonds vers un compte personnel, à l'abri de tout contrôle. Ce n'était pas seulement une infidélité amoureuse, c'était une trahison financière. Il tentait de me dépouiller, de m'effacer, méthodiquement. Plutôt que de l'affronter immédiatement, j'ai décidé de me taire et de préparer ma riposte. J'ai pris rendez-vous avec des conseillers, lu chaque ligne des statuts de l'entreprise, et découvert une faille. Tout ce qu'il pensait contrôler, pouvait m'être transféré, si j'agissais vite. Pendant qu'il se perdait dans ses jeux de pouvoir, je tissais ma toile, patiemment. Ce gars-là, cette humiliation publique, n'était que le théâtre que je lui avais offert pour mieux l'écraser. Et il ne s'en doutait pas une seconde. Tout a commencé un soir d'avril, quand j'ai trouvé une clé USB glissée dans une chemise de documents oubliés. Par curiosité, je l'ai insérée dans mon ordinateur et ce que j'y ai découvert m'a glacé. Des transferts d'actions dissimulés, des virements vers un compte aux îles Caïmans, des échanges confidentiels entre Marc et un avocat étranger. J'étais trahie à tous les niveaux, mais je n'ai pas pleuré, pas cette fois. À cet instant, une décision s'est imposée, je n'allais pas le confronter, j'allais le vaincre. Dès le lendemain, j'ai engagé un détective privé discret et efficace, qui a confirmé ce que je craignais. Marc me trompait, me mentait et préparait une éviction en douce. Il voulait me faire passer pour incompétente, me faire signer des papiers sans lire, et m'éjecter du conseil d'administration. J'ai ravalé ma douleur, mis un masque de femme naïve, et j'ai joué le jeu. Il pensait que j'ignorais tout, mais chaque jour, je récoltais des preuves, des documents, des témoignages. Le compte à rebours avait commencé, et je le menais seul, en silence. Je pensais être seule dans cette guerre jusqu'à ce qu'Hélène, la sœur de Marc, me contacte. Elle m'avait toujours paru distante, froide, presque complice de son frère, mais ce jour-là, elle est arrivée chez moi avec une boîte pleine de documents. Elle m'a dit, « Je sais ce qu'il fait, et je refuse de le laisser faire. » Son ton était ferme, ses yeux remplis de colère, pas pour moi, mais pour lui. Elle aussi avait été utilisée, manipulée, effacée de la vie familiale comme une pièce inutile.
Hélène était l'avocate en droit des sociétés, brillante et redoutée dans les milieux juridiques. Ensemble, nous avons passé des nuits à analyser les statuts de l'entreprise, à chercher la moindre faille que Marc aurait négligée. Et nous l'avons trouvée, une clause dormante qui me permettait de racheter des parts sans son accord, si les autres actionnaires étaient d'accord. Elle m'a aidé à créer une société écran, à négocier discrètement avec les investisseurs fidèles. En quelques semaines, j'étais devenu l'actionnaire majoritaire, mais Marc ne le savait pas encore. J'ai continué à faire semblant, à sourire à ses côtés, à jouer la femme effacée, pendant qu'en coulisses, je prenais le pouvoir. Chaque rendez-vous d'affaires, chaque réunion, chaque document qu'il signait, je savais exactement ce que je faisais. Je voulais qu'il se sente intouchable, qu'il baisse sa garde, qu'il me sous-estime. Il s'affichait avec Camille, parlait d'un nouveau départ, préparait même un déménagement. Plus il croyait gagner, plus il creusait sa propre tombe. Lorsque le jour du gala est arrivé, tout était prêt. Les actionnaires informés, les avocats en alerte, la presse discrètement invitée. Je n'avais plus qu'à attendre qu'il s'expose devant tous, sûr de lui, arrogant, aveugle. Il m'avait humilié, effacé, brisé, alors je lui ai offert la scène. Et sur cette scène, ce soir-là, il allait tout perdre, pièce par pièce, comme un roi déchu ignorant que sa reine avait déjà pris le trône. Quand j'ai prononcé les mots « nouvelle propriétaire de cette entreprise », un murmure glacé a parcouru la salle. Marc a éclaté de rire, un rire nerveux, presque moqueur, croyant que je délirais sous le choc. Il a voulu me ridiculiser, me contredire devant tous, mais il n'avait pas encore vu les documents. Son avocat s'est précipité, pâle, une liasse de papier à la main, et les a placés devant lui. Le regard de Marc a changé instantanément, passant de la condescendance à la panique. Il a feuilleté les pages en tremblant, ses lèvres s'agitant sans pouvoir articuler un mot cohérent. Il a tenté de contester, de nier, mais tout y était, les signatures, les rachats, les procurations, les dates. Chaque ligne lui arrachait un morceau de son pouvoir, de sa façade. Il a reculé d'un pas, puis d'un autre, comme si la scène elle-même le rejetait. Ce soir-là, devant ses pairs, son amante et le monde entier, Marc Delcourt a compris qu'il n'était plus rien. Camille, encore fière quelques instants plus tôt, a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne comprenait pas comment une femme de mon âge avait pu la battre à son propre jeu. Les caméras se sont tournées vers elle, les journalistes l'assaillaient déjà de questions sur son passé. Et très vite, la vérité a éclaté, elle n'en était pas à son premier homme marié, ni à sa première ruine stratégique. Elle n'aimait pas Marc, elle aimait son argent. Des photos compromettantes ont circulé, des messages extraits de son ancien téléphone ont été publiés, révélant son plan minutieux pour s'emparer de la fortune Delcourt. Elle avait manipulé Marc, joué sur son orgueil, et visait même à prendre ma place dans l'entreprise. Mais tout s'est effondré en une nuit. Ses anciens complices l'ont renié, les sponsors l'ont lâché, et son sourire s'est figé en une grimace de panique. Camille, la conquérante, n'était plus qu'une arnaqueuse démasquée. Après l'événement, Marc a tenté de me parler en privé, son visage marqué par l'humiliation. Il avait perdu sa superbe, son arrogance, et il s'est mis à genoux, me suppliant de régler cela en silence. « Je t'aime encore, Jeanne, on peut tout reconstruire », a-t-il murmuré, les yeux embués. Mais moi, je n'entendais plus rien, seulement les échos de ses mensonges, les années volées, la femme que j'avais été pour lui. Il ne m'aimait pas, il me possédait, et il détestait d'avoir perdu ce pouvoir. Je l'ai regardé s'ensiller, mon cœur fermé comme une forteresse. Je lui ai dit qu'on ne reconstruit rien sur des ruines qu'il a lui-même incendiées. Il a tenté de m'attraper la main, mais je me suis levée, droite, libre, invincible. Tu as tout détruit, Marc. Et maintenant, tu vas apprendre à vivre sans moi. Il a baissé la tête, vaincu, pendant que je sortais sans un mot, laissant derrière moi les restes d'un empire qu'il croyait sien. Sans attendre, j'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration, encore vêtue de ma robe de gala. Tous étaient présents, encore secoués par les événements de la veille, mais curieux de voir jusqu'où j'irais.
J'ai pris la parole, avec calme, et j'ai annoncé la révocation immédiate de Marc Delcourt de toutes ses fonctions exécutives. J'ai signé les documents sous les applaudissements étouffés des actionnaires, pendant que Marc, livide, regardait son monde s'écrouler. Il a voulu protester, mais personne ne l'écoutait plus. Il a quitté la salle en silence, les épaules basses, sans saluer personne, son ego broyé par sa propre arrogance. Je suis resté immobile, les mains fermes sur le dossier en cuir du fauteuil présidentiel. Ce jour-là, j'ai gagné, mais je n'ai ressenti aucune joie, seulement un vertige amer. J'avais repris ce qui m'était dû, mais à quel prix? L'amour, la confiance, le passé, tout s'était effacé derrière cette victoire glaciale. Une fois seule dans la maison, j'ai retiré mes bijoux, mon maquillage, mes défenses, et je me suis regardée longuement dans le miroir. Je ne reconnaissais plus mon visage, creusé par les nuits blanches, les larmes retenues, les pensées qui tournoyaient sans repos. Je m'étais battue comme une lionne, mais je n'étais plus que l'ombre d'une femme en ruine. Chaque pièce de la maison me rappelait un souvenir, un anniversaire, un mensonge. J'étais triomphante aux yeux du monde, et dévastée à l'intérieur. Je passais mes nuits à marcher dans les couloirs, incapable de dormir, comme si mon corps refusait le repos après tant d'années de soumission. Je pensais à tout ce que j'avais sacrifié, à tout ce que je n'avais pas vu, à cette vie que j'avais construite autour d'un homme qui ne m'avait jamais mérité. Le silence me hurlait des vérités que j'aurais préféré ignorer. La vengeance m'avait nourri, mais elle ne m'avait pas apaisé. Et pour la première fois depuis des décennies, je me demandais qui j'étais vraiment. Mes enfants ont appris la nouvelle dans les journaux, choqués par l'éclat public de cette chute familiale. Ils m'ont appelé, furieux, confus, blessé, ne comprenant pas pourquoi je ne leur avais rien dit. Et tu aurais dû nous prévenir, maman, tu nous as laissé croire à un père exemplaire, m'a lancé mon fils aîné, la voix brisée. J'ai tenté d'expliquer, de leur dire que je voulais les protéger, qu'il fallait du temps pour comprendre l'ampleur de la trahison. Mais leur silence était plus lourd que des cris. Nous nous sommes réunis dans le salon, là où tant de Noël avaient été célébrés, et j'ai raconté toute l'histoire, les preuves, les mensonges, la peur, la stratégie. Ma fille pleurait, mon fils serrait les poings, et moi, je me tenais droite, honteuse d'avoir tout porté seule. Ils m'ont dit qu'ils coupaient les ponts avec leur père, qu'ils ne pouvaient plus respecter un homme capable de tant de duplicité. Je n'ai pas pleuré devant eux, mais mon cœur saignait de les voir souffrir à cause de nos erreurs. La vérité m'avait libérée, mais elle les avait brisés. Le scandale avait fait le tour des médias économiques, et l'image de Delcourt Industries tremblait sur ses fondations. Les clients hésitaient, les investisseurs exigeaient des garanties, certains employés murmuraient dans les couloirs, doutant de ma légitimité. Chaque jour, je devais prouver que je n'étais pas seulement l'ex-femme trompée, mais une dirigeante capable. Je me suis levée à l'aube, couchée à minuit, travaillant sans relâche, apprenant chaque dossier, reprenant le contrôle. Pendant 40 ans, j'avais été dans l'ombre, désormais, j'étais la lumière. Il ne suffisait pas de signer des documents, il fallait rassurer, reconstruire, incarner un avenir après la chute de Marc. Je participais à toutes les réunions, je serrais chaque main, je donnais des interviews calculées pour apaiser les esprits. Certains me regardaient encore comme une figure tragique, mais jour après jour, j'imposais ma légitimité par la compétence, pas par la pitié. Mon nom, que j'avais presque oublié derrière celui de mon mari, redevenait une force. Jeanne Delcourt n'était plus une épouse sacrifiée, elle était la présidente d'un empire. Un mois après sa chute, Marc s'est présenté sans prévenir à mon bureau, comme s'il avait encore des droits. Il portait un costume froissé, son regard éteint, mais sa voix essayait de sonner assurée. Il m'a proposé un accord hypocrite, une place d'honneur dans l'entreprise si je lui rendais ses parts. Il parlait de paix, de réconciliation, de l'image familiale à préserver, comme si tout cela avait encore un sens. Je l'ai regardé sans ciller, et j'ai compris qu'il ne me voyait toujours pas comme son égal. Je me suis levée, lentement, et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Et tu n'as plus rien à offrir, Marc. Rien que je veuille, rien que je respecte.
Il a tenté un sourire, mais ses yeux trahissaient la peur de l'abandon total. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas versé une larme, je lui ai simplement montré la sortie. Il a quitté mon bureau comme un homme vidé, incapable d'accepter qu'une femme qu'il croyait effacée ait repris le contrôle de son propre destin. Quelques semaines plus tard, je reçois une assignation. Marc me poursuivait pour abus de pouvoir, vol d'entreprise, manipulation d'actionnaires. J'ai lu les papiers sans sourciller, sachant qu'il n'avait aucune chance, mais aussi qu'il n'abandonnerait jamais sans se battre. Il voulait me salir publiquement, me faire passer pour la coupable de son échec. J'ai préparé ma défense avec Hélène, chaque preuve soigneusement classée, chaque mensonge méthodiquement démonté. Le jour du procès, il est arrivé sûr de lui, accompagné d'un nouvel avocat prêt à en découdre. Mais dès les premières minutes, tout s'est retourné contre lui. Les juges ont vu les documents, entendu les témoins, lu les contrats, et compris la vérité. Marc bafouillait, perdait pied, tentait de détourner les accusations, mais tout était limpide. Je suis restée droite, digne, sans haine, juste la force tranquille d'une femme trahie mais debout. Le verdict est tombé, tout m'était accordé, Marc perdait tout, et quittait la salle ruiné, humilié, seul, comme il l'avait toujours été au fond. Quand Marc a compris qu'il n'avait plus rien, ni argent, ni entreprise, ni réputation, il s'est tourné vers Camille, croyant naïvement qu'elle resterait. Mais dès qu'elle a vu le jugement publié dans la presse, elle a vidé leur compte commun, effacé ses traces et quitté le pays. Pas un mot, pas un adieu, juste un silence glacial comme seule réponse. Il a tenté de la joindre, de la chercher, de supplier, mais Camille n'existait déjà plus dans son monde. Ce vide, qu'il m'avait imposé tant d'années, lui revenait avec violence. J'ai appris sa disparition par hasard, en lisant un article où un journaliste parlait de Marc comme d'un homme brisé, abandonné par sa jeune maîtresse. Il s'était réfugié dans un petit appartement loué à crédit, tentant de survivre dans une ville qui ne voulait plus de lui. Il appelait parfois nos enfants, mais il ne répondait jamais. Il ne lui restait plus que l'écho de ses erreurs, et le goût amer de sa propre cruauté. Et moi, pour la première fois, je n'éprouvais plus de haine, seulement de l'indifférence. Je ne pouvais plus vivre dans cette maison remplie de souvenirs mutilés, chaque pièce me rappelait la femme que j'avais été pour lui. J'ai tout vendu, les meubles, les tableaux, les rideaux que j'avais choisis en pensant à ses goûts. Je me suis installée dans un appartement lumineux à Paris, dans un quartier calme, sans luxe excessif, mais avec une vue sur la Seine. Le silence y était apaisant, non plus pesant comme avant. Pour la première fois, l'espace m'appartenait vraiment. Je me suis remise à écrire, à lire, à sortir seule, à découvrir des coins de la ville que je n'avais jamais pris le temps d'explorer. J'ai recommencé à vivre pour moi, sans rendre de compte à personne, sans attendre une validation extérieure. La solitude n'était plus un fardeau, mais une liberté que je n'avais jamais connue. Je redécouvrais mon propre reflet, sans l'ombre d'un homme derrière mon épaule. Jeanne Delcourt n'était plus une épouse, elle était une femme entière. Un après-midi pluvieux, alors que je feuilletais un dossier au comptoir d'un petit café discret du 6e arrondissement, un homme m'a proposé de partager sa table. Il s'appelait Étienne, veuf depuis 10 ans, ancien architecte, le regard doux et la voix calme. Il ne me connaissait pas, ne savait rien de mon passé, et c'était peut-être ce qui m'a séduite en premier. Il m'écoutait vraiment, sans jugement, sans attente, comme si mes silences avaient de la valeur. Nous avons parlé longtemps, sans effort, comme deux âmes en veille qui se reconnaissent enfin. Au fil des jours, il est devenu une présence réconfortante, discrète mais constante, comme un livre qu'on n'a jamais lu mais qu'on sent familier. Il ne cherchait pas à m'impressionner, il n'attendait rien de moi sinon la vérité. Avec lui, je n'étais ni victime, ni survivante, ni héroïne, j'étais simplement Jeanne. Son regard ne me réduisait pas à mon passé, mais illuminait ce que je pouvais encore être. Et pour la première fois, je me suis surprise à sourire sans retenue. Avec Étienne, les choses se sont faites lentement, sans précipitation, sans blessure dissimulée sous le tapis. Il m'a laissé respirer, douter, m'éloigner quand mes peurs reprenaient le dessus, mais il était toujours là, patient, solide.
Il n'a jamais exigé de moi autre chose que ma sincérité, et c'est ce qui m'a permis d'oser à nouveau ouvrir mon cœur. Chaque dîner partagé, chaque promenade silencieuse dans les rues de Paris, me rapprochait un peu plus de moi-même. J'apprenais qu'on pouvait aimer sans se perdre, exister sans s'effacer. Il m'a montré que l'amour mature ne crie pas, ne brûle pas, mais réchauffe doucement, durablement. Nous ne parlions jamais de nos blessures passées, mais elles s'apaisaient simplement par sa présence tranquille. Je me suis surprise à rêver, à penser à demain sans appréhension, à imaginer un futur qui ne dépendait plus de la validation d'un homme. Je n'étais plus une femme abandonnée, j'étais une femme renaissante. À 65 ans, j'aimais sans peur, et c'était plus fort que tout. Un matin de mars, dans la boîte aux lettres de mon immeuble, j'ai trouvé une enveloppe beige, pliée avec soin, portant une écriture que je connaissais trop bien. Marc m'écrivait, des années après notre rupture, des mois après le jugement, comme si ces mots pouvaient réparer l'irréparable. Je l'ai tenu entre mes mains, hésitante, curieuse, mais une colère froide est montée malgré moi. Je ne voulais pas de ses regrets, pas de ses explications tardives, pas de son pardon construit sur sa propre solitude. J'ai pris une allumette, et sans lire une ligne, j'ai brûlé la lettre. Avec elle, j'ai aussi jeté nos photos, nos souvenirs figés dans des cadres en argent terni, nos voyages, nos sourires faux. Ce n'était pas de la haine, mais un acte de libération, un adieu nécessaire à une vie qui n'était plus la mienne. Certaines douleurs doivent rester closes, enfermées dans une boîte que l'on choisit de ne plus rouvrir. J'ai regardé les flammes danser, comme une dernière scène de théâtre que je quittais sans saluer. J'étais enfin en paix avec le silence. Je savais que je ne vivrais pas éternellement, alors j'ai mis de l'ordre dans mes affaires, calmement, sans tristesse. J'ai transmis mes parts de l'entreprise à mes enfants, en leur expliquant chaque décision, chaque combat que j'avais mené pour les protéger. Mais je leur ai aussi laissé des lettres personnelles, écrites à la main, pour qu'ils n'oublient jamais ce que signifie se relever quand tout s'écroule. Je ne voulais pas qu'il hérite seulement d'un nom ou d'un empire, mais d'une force. Une mémoire vivante d'une femme qui avait refusé de disparaître. Je leur ai dit de ne jamais se laisser définir par la peur, de ne jamais laisser quelqu'un voler leur lumière, même doucement, même par amour. Je leur ai appris à douter, à questionner, à se battre avec élégance mais sans compromis. Mon héritage n'était pas financier, il était viscéral, forgé dans la douleur, trempé dans la dignité retrouvée. Ils m'ont écouté, les yeux humides, et m'ont promis de porter ce nom avec fierté. Et moi, je savais que je leur avais offert bien plus qu'un avenir, je leur avais rendu leur vérité. Ce jour-là, je suis retournée dans la grande salle de conférence de Delcourt Industries, celle où mon humiliation avait été exposée au monde entier. Mais cette fois, je n'étais pas l'épouse bafouée, ni la veuve du pouvoir, j'étais Jeanne Delcourt, seule, entière, inébranlable. J'ai ouvert la réunion annuelle, j'ai parlé de croissance, de renouveau, d'avenir, sans trembler, sous les regards admiratifs des collaborateurs. À la fin, un journaliste m'a demandé si je comptais reprendre mon nom de jeune fille. J'ai souri, puis j'ai répondu simplement, non. Ce nom, je l'ai nettoyé. Il m'appartient à moi, maintenant. Je ne voulais plus jamais qu'on m'efface, qu'on me réduise à un rôle secondaire dans ma propre histoire. J'avais traversé la honte, la perte, la solitude, la guerre, et de ces ruines j'avais bâti ma propre légende. Mon nom n'était plus celui d'un homme qui m'avait trahi, mais celui d'une femme qui avait survécu à tout. Je suis Jeanne Delcourt, et je ne suis plus la femme derrière le grand homme, je suis la femme que personne ne pourra plus jamais faire taire. Et c'est avec cette force-là que j'ai fermé les yeux ce soir-là, en paix, enfin libre. Je ne suis pas née forte, je le suis devenue. Forgée par les silences, les renoncements, les trahisons que j'ai laissé me traverser au lieu de me briser. J'ai aimé, perdu, combattu, et dans chaque chute, j'ai trouvé une nouvelle version de moi-même, plus lucide, plus libre. Aujourd'hui, je ne cherche plus à plaire, à convenir, à me faire petite. Aujourd'hui, je marche droite, le regard levé, et si l'on me demande qui je suis, je réponds sans hésiter, je suis Jeanne Delcourt. Et personne ne m'effacera plus jamais. Je n'attends plus de miracle, ni de réparation.
La vie ne m'a pas rendu ce qu'elle m'a pris, mais elle m'a offert quelque chose de plus précieux, la certitude que je peux me suffire à moi-même. Mon passé ne m'enchaîne plus, il m'élève. Et si demain tout s'effondre à nouveau, je saurai me relever, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement parce que je suis vivante, entière, et que mon histoire m'appartient.